Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision Pacifique pour chaque numéro de l'émission à travers. Et cet après-midi, nous recevons l'un des meilleurs ophtalmologues du pays. Et certainement, la vue, c'est son affaire. Et à la vue de ses expériences, vous allez en juger par vous-même. Il s'agit du docteur Franz Large. Docteur Large, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'émission cet après-midi. Merci, le plaisir est pour moi et je suis très flatté par tes agréables paroles. Et comme l'objectif de l'émission étant de faire de plus amples connaissances avec vous, donc dites-nous comment docteur Large a-t-il vécu son enfance? Nous savons que cette période est très importante. Période très difficile. Très difficile. Et une période qui est partagée entre Jacmel et Port-au-Prince, parce que mes parents, enfin mon papa est une très ancienne famille jacmelienne, puisque nous avons nos ancêtres, et disons que j'ai deux généraux de la guerre de l'indépendance, et à Maglon, Boise et Cangé, et puis à Juste Chanlat, secrétaire de Dessalines, qui était aussi par mon arrière-grand-mère. Et mon grand-père a été préfet de Jacmel, Eugène Large, donc on était un petit peu entre Jacmel et Port-au-Prince. Et vraiment, c'est pas une période agréable. Et quoique, il y a eu des souvenirs agréables, Sivadier, la plage, la mer, ces choses-là. Mais c'est François Duvalier. Et dans un livre que j'ai écrit, qui est apparu l'année dernière, il y a un texte précisément sur cette période. Et je dois dire que la période des gens qui ont eu leur enfance sous Duvalier, c'est une période vraiment, c'est une génération traumatisée. Et j'ai été conscientisé politiquement de très tôt. Et bon, aujourd'hui, je peux vous avouer quelque chose, c'est que depuis l'âge de 10 ans, je faisais partie d'un groupe qui était déjà en rapport avec le Parti communiste et avec Cuba. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai commencé à apprendre russe. Et je me souviens jusqu'à présent de la méthode, c'était la méthode de Nina Protopova. Tu vois, et c'est très dangereux ça. Ouais, et si on se souvient, c'était l'époque précisément où Che Guevara était en Bolivie, à faire cette histoire-là. Et je me souviens très bien aussi de la mort de Che Guevara, n'est-ce pas, en 67, n'est-ce pas? Et donc, faisais un petit peu de messager pour le Parti communiste, tout ça. Et vous savez, c'est intéressant qu'on soit dans cette rue parce que là on se transporte en 86 et c'est précisément dans cette même ruelle qu'en 86 et bon là nous sommes, n'est-ce pas, et un mois avant le départ de Duvalier, de Jean-Claude Duvalier, et j'ai des tas de tracts sur moi et je suis dans la rue parce que le taxi ne pouvait plus avancer avec des barrages et pendant ce temps il y a un groupe précisément de miliciens qui m'interpellent. Bon, j'ai cru que vraiment ma dernière était arrivée. Et lorsqu'on vous parle d'avoir son cœur dans la gorge, écoutez, c'est vrai. Vous savez, il y a des expressions qu'on ne comprend que l'on a car. Oui. Tu vois, par exemple, il y a une autre expression, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Ça, c'est vrai également. J'ai l'ai perdu l'élection sénatoriale, enfin, j'ai pas pu. L'orbicolaris est bloqué. Mais pour nous retourner ici en 86, et Sergent m'appelle, mais heureusement, j'ai une lettre signée de Michel B. qui nous félicitait pour le journal Le Courrier, auquel je faisais partie. C'était un journal qui était dirigé par Jean Théagène. Donc, je sortis lettre là avec la signature précisément, et qui marquait Duvalier, bon, mon qui était passé. Bon, là, ça me dit un petit ménage qui était dans la rue, était une Allemande, s'appelait Steffi, et puis rivé mon whisky, et c'est cette même nuit que j'ai écouté Tristan et Isolde de Wagner, c'était une chose extraordinaire. Donc, l'enfance traumatique. Et bon, avec quand même de brillants résultats à l'école, je dois dire. Et il y avait mon père qui était vraiment très sur la balle. Et je dois vous te dire également que ma maman est de Port-de-Paix. Donc comme ma maman est de Port-de-Paix, il y a une partie, surtout au niveau de l'adolescence, qui est à Port-de-Paix également.
Et à un certain moment, je faisais partie d'une équipe de football de Port-de-Paix. Donc, j'ai même participé au championnat de Port-de-Paix. Ça s'appelait Flèche Noire. Donc, pour Port-de-Paix, le temps des Flèches Noires, l'équipe de Nadim Salomon, je connais à peu près de qui bat ça. Et jusqu'à présent, je suis un petit peu traumatisé vis-à-vis de Port-de-Paix parce que la dernière fois que j'étais à Port-de-Paix, j'ai vu quelque chose d'horrible. C'est-à-dire, barrer tout le bord de mer Port-de-Paix. Donc, ça se demandait vraiment, est-ce que il y a une mer, est-ce que il y a une mairie? C'est pas possible. Parce que le Port-de-Paix que j'ai connu, n'est-ce pas, de mon enfance, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a barré et la mer, des constructions complètement tête chargée. Je me souviens à l'époque, et on faisait la chasse, il n'y a plus de forêt à Port-de-Paix. Bon, j'imagine que c'est un petit peu le pays qui est en train de prendre un cours qui n'est pas forcément le meilleur cours qu'il aurait pu prendre. Oui. Donc, c'est assez intéressant ce que vous dites. Là, vous étiez très, dans votre plus jeune âge, vous étiez déjà conscientisé par rapport à la situation. Oui, parce que, et je dois te dire que dès mon enfance, mon papa... Mais vous écoutez la radio en cachette comme... Non, il y a des vont le ça. Oui, mais lorsque j'étais dans cette histoire de mouvement communiste, il y avait ce qu'on appelle Radio Rebelde. Les gens qui ont connu cette époque peut-être s'en souviennent. Radio Rebelde, c'était une radio cubaine, tu vois. Et c'est dans cette même Radio Rebelde précisément que nous avons pour un cours de russe. Donc jusqu'à présent, j'ai une petite notion de russe. Et je me souviens du nom, c'était Nina Potapova, n'est-ce pas, qui faisait le cours de russe à Radio Rebelde. Tu vois, parce que c'était l'influence vraiment soviétique à l'époque. Donc, il y a... toute cette période vraiment difficile, et bon, il y avait, je me souviens à l'époque, lorsque j'étais au Champ de Mars, et au carrefour du Champ de Mars, il y a eu 3 types qui ont été exécutés par Duvalier, et qui pendaient par les pieds, n'est-ce pas, et chaque fois que j'allais à l'école, on les voyait, n'est-ce pas. Donc, moi, je vais vous dire franchement, il y a des gens actuellement qui sont en train de se faire des avocats de Duvalier, bon, nous, sincèrement, bon, bah qu'on aime, hein, mon cher, c'était pas une plaisanterie. C'était pas une plaisanterie, cette histoire-là. Donc, nous allons avancer un peu en avance de cette date, un peu sombre pour vous. Donc, il y a des gens vraiment qui ne le disent pas, mais c'était vraiment difficile et par rapport à je pense que les cruautés qu'on voyait. Oui, je pense que tous les gens qui ont vécu cette période, tu vois, et ils sont traumatisés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de... Il y a quelque chose dans l'enfance, vous comprenez? Parce que bon, je me souviens même à une époque, parce qu'il faut dire que ma famille était aussi dans la politique, n'est-ce pas? J'avais mon cousin Gérald qui était le chef de Jeune Haïti, le directeur politique de Jeune Haïti. J'avais aussi Robert, n'est-ce pas, qui est mort tout dernièrement, et bon, qui a été arrêté en moment de préparer une évasion. Et on connaît à l'époque, l'orgon famille, c'est toute famille au point. Tu vois? Donc chaque soir, on ne savait pas si la nuit, on allait venir frapper dans notre porte. Tout ça, et donc c'était... dans la peur. Ah oui, c'était dur. Nous allons parler maintenant de vous. Pour l'instant, continuer à parler de vous. Est-ce que vous avez fondé votre famille? Oui. Vous avez des enfants? Oui, je suis marié avec Natacha, j'ai 2 enfants, et Ronchi a mes fils, et 2 garçons. Vous leur parlez de cette période? Vous prenez le temps de leur parler de cette période-là? Bon, je ne vais pas les traumatiser, tu vois, parce que maintenant je pense qu'il faut tourner la page. Et quand je dis tourner la page, vraiment tourner la page, c'est-à-dire que, parce que l'époque de Duvalier, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher à se venger des histoires de ce genre, parce que j'ai l'impression qu'en réalité tout le monde était prisonnier. Même parce que c'est ça le problème dans la dictature. C'est-à-dire que celui qui veut se protéger est obligé lui-même d'entrer dans le système. Tu vois? Et je me souviens qu'il y a eu des choses extraordinaires. Par exemple, bon, j'ai Madame Max. Tout le monde entendait parler de Madame Max et commandant Fort Dimanche. Mais moi-même, l'homme qu'on avait Madame Max qui était venue dans Caïman, parce que maman était une esthéticienne. C'était une personne charmante. Tu vois? Donc, est-ce qu'il y avait une schizophrénie quelque part? C'est vraiment... C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'expérience de Kagame en Afrique, au Rwanda, est très intéressante. Parce qu'après le massacre du Rwanda, il fait la réconciliation. Je crois que c'est très important de faire ça. Et maintenant, lorsque tu parles
Mais c'est important également de rendre justice à ceux C'était qui... possible. Impossible. C'était possible. C'était possible. C'est-à-dire que la vraie justice pour moi, c'est d'abord de permettre à l'enfant de se réconcilier avec ses rêves. C'est-à-dire que l'injustice vraiment flagrante, c'est l'on regarde une série de jeunes garçons qui chita dans la rue à jouer domino. Et ça, qu'est injustice là. Alors qu'ils pourraient être des médecins, ils pourraient être des ingénieurs, ils pourraient être capables n'importe qui bagaille. C'est ça l'injustice, tu vois, c'est ça l'injustice. L'injustice, c'est lorsque, par exemple, à Jacmel, nous sommes capables d'ouvrir, nous avons plein de projets à Jacmel, mais pour y aller au Mando, où est votre aéroport. Alors que personnellement, le président Chavez m'avait dit qu'il allait donner 40 millions de dollars à Jacmel en récompense ou bien en hommage, n'est-ce pas, à l'aide que nous lui avons fournie à l'époque de l'indépendance de son pays. Et le vol comme blanc, il crase comme blanc. Bon, à cause de ça, maintenant, la population de Jacmel maintenant est prisonnière du sous-développement global du pays. Ça, c'est l'injustice, tu vois. Et je pense que c'est totalement illusoire. Bon, évidemment, ce serait souhaitable, n'est-ce pas, d'avoir la justice, d'avoir vraiment quelque chose. Mais imaginez-vous. Alors, vous allez maintenant faire le procès des gens, et il faudrait remonter, n'est-ce pas, jusqu'à Duvalier. Et même avant Duvalier, c'est impossible. C'est pas possible. C'est très difficile, voyez-vous. Donc, et vous avez fait le choix de la médecine? Bon, oui, alors je dois vous dire que c'est quelque chose qui remonte avant même mon entrée à l'école de médecine, puisque mon père, c'est le docteur Thomas Lage. Mon père, c'est l'un des plus anciens médecins ophtalmologues. À l'époque, c'était ophtalmologue EORL d'Haïti. Il était le médecin du président Paul-Eugène Magloire. Et bon, Paul-Eugène Magloire est revenu en 86 après le départ du Duvalier. Et je me suis pas mal ouais, monsieur. Et puis Magloire dit là, j'aurais dû vous amener avec moi. Je ne serais pas devenu aveugle. Parce que Magloire souffrait du glaucome. Et donc, depuis mon enfance avec mon père, n'est-ce pas, je suis un petit peu initié à l'ophtalmologie, c'est ça. Donc, ça a été quelque chose d'un petit peu presque coulé de source. D'ailleurs, mon petit frère est également ophtalmologue, n'est-ce pas? Et donc, on a fait la médecine, faculté de médecine. Et je dois dire que parmi les gens de PCB, j'étais le lauréat, n'est-ce pas, du concours d'entrée à la faculté de médecine. Et après la médecine, j'ai passé le matching avec une très bonne note, puisque j'ai eu une note supérieure à 80. Donc, j'ai été lauréat du TOEFL. Donc, j'ai pu immédiatement entrer dans un programme à Lincoln Hospital à New York. Et j'ai même travaillé à un certain moment à ER, ce qu'on appelle Emergency Room. Les gens qui savent ce que c'est que l'Emergency Room à Lincoln Hospital, qui est dans le Bronx, c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Et bon, après, j'ai fait le choix de rentrer en Haïti pour faire mon sacerdoce, n'est-ce pas, en Haïti. Et jusqu'à présent, je suis là, n'est-ce pas, je travaille. Je suis ophtalmologue. Et à part l'ophtalmologie, n'est-ce pas, dans la clinique, je suis très intéressé à l'ophtalmologie à travers le pays. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout d'apporter des soins médicaux à toute une population haïtienne qui n'y a pas droit. Et là encore, c'est une injustice. Là encore, c'est une injustice, je dois vous dire la vérité. Et dès qu'on a dit ça, à l'époque, des candidats au Sénat, m'a dit attention, le monde qui a volé l'élection, le monde qui a acheté et voyou, mais l'homme, et qu'on a même à cochon gras, n'est-ce pas, et on a madame qui a un problème de santé à 3 h du matin, et puis qu'on a même, il n'y a pas faire rien, là, ça va connaître qui ça a été fait. Parce que les gens qui représentent ce pays, évidemment, il y a un prix humain qui est inimaginable. Inimaginable. N'est-ce pas? Imaginez qu'on a même une ville comme Dessalines, qui est une grande ville, ne serait-ce que par le nom, n'est-ce pas? Mais je crois que Dessalines peut être la troisième ville du département de l'Artibonite, après Gonaïves et Saint-Marc, si je ne me trompe. Mais imaginez-vous, vous ne pouvez même pas trouver un médicament ophtalmologique à Dessalines. Il y a Néphil Phaéton, la présidente du Lions Club, qui m'appelle au téléphone. Et par téléphone, plus ou moins, je lui dis, bon, mettez ça en attendant de voir le docteur Dessalines à Saint-Marc ou bien de me voir. Il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, et j'anticipe un petit peu, je suis en train de travailler avec les présidents des Lions Club, n'est-ce pas, de l'Artibonite, et dont Herbie, n'est-ce pas, Gonaïves et d'autres,
à mettre sur pied non seulement un centre ophtalmologique au Gonaïve, mais également un système de premiers soins oculaires à travers le département de l'Artibonite. N'est-ce pas? Parce que là, c'est essentiel. Ce n'est pas possible d'avoir, n'est-ce pas, des problèmes à travers ce pays, des problèmes graves. Quand on va imaginer la souffrance qu'il y a en Haïti. C'est-à-dire que pendant que je ne pas l'avoir, une équipe de monde qui a renomé à travers le pays. Ça, nous le savons très bien. Imaginons que une crise de glaucome aigu, c'est l'horreur absolue. Tu as ça. Mais surtout même si, cataracte. Même si tu l'as. Oui, mais là, je parle de souffrance. Même là que un docteur qui est à portée de main, c'est pour une plaisanterie. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment de passer les grands moyens, des anti-osmotiques. Bon, imaginons qu'on a un même combat comme ça, parce jamais vu, bon exemple. Ou bien, ils passent pour un côté les Calérissons, qui ont habitation de jamais vu, 6e section de Côte de Fer. Imaginons. Imaginons. Il s'agit d'abord, n'est-ce pas, d'arriver au CAI. Hein? Comment on peut d'arriver d'abord, n'est-ce pas? C'est pas une plaisanterie. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quadrillage de santé. Il n'y a pas de vision au niveau sanitaire dans ce pays. Et il n'y a pas de système de mise en place n'est-ce pas, de système sanitaire. Et je dois vous dire la vérité, l'un des gros problèmes aussi, c'est la corruption. C'est-à-dire, l'on vole systématiquement tout l'argent pays, il est impossible d'avoir un système de santé adéquat pour les besoins de la population haïtienne. On va en parler alors, plus. Oui, c'est ça, exactement. Plus dans la deuxième partie. Exactement. Là, je suis arrivé, je suis, disons, docteur en médecine, j'arrive, et là-bas, Lincoln Hospital, et Lincoln Hospital était affilié à Ein Ear, qui est à la 14e rue, je crois, à la 7e avenue. À l'époque, il y avait le docteur Najak qui était là. Et sur ces entrefaites, il y a le chairman du département d'ophtalmologie de Georgetown qui m'invite à venir à Georgetown. Et à Georgetown, j'ai eu le plaisir de participer avec le docteur Gérard Frédéric, qui est malheureusement décédé, qui nous a quittés, aux premières expériences de vitrectomie qu'on faisait à l'époque et à Georgetown, tu vois. Et donc, je suis revenu et j'ai travaillé également au Brésil. J'ai travaillé à un centre ophtalmologique à Hilton Wash, qui est à Belo Horizonte au Brésil. Et j'ai travaillé un petit peu à São Paulo, où j'ai fait la chirurgie réfractive. Pas mal de parcours, mais je sais que vous avez plusieurs arcs à plusieurs cordes. Mais il y a quelque chose d'important que je dois signaler au niveau de l'ophtalmologie, c'est que jusqu'à présent, je travaille encore à New Jersey. C'est-à-dire que chaque année, je me rends à Denville, où je travaille à un centre de recherche. C'est le Zero Flow Vision Center. Zero Flow Vision Center, ce n'est pas seulement un centre de basse vision, mais nous sommes dans la recherche. Nous sommes dans la recherche et il y a de cela 3 ans, nous avons été désignés comme le meilleur centre de basse vision des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui, même aux États-Unis, sont au niveau expérimental. Et Zero d'ailleurs One, et je me souviens d'ailleurs, j'étais président de la chambre de la Société haïtienne d'ophtalmologie à l'époque, et on avait fait la télémédecine, et il nous avait dit qu'il était prêt à faire le meilleur centre de basse vision de l'Amérique latine en Haïti. On était prêt pour ça. Malheureusement, avec tous les problèmes de conjoncture politique, des histoires de ce genre, ceci n'est pas possible. Mais le rêve demeure. Oui. Et donc, dans la deuxième partie, surtout, on va parler de vos perspectives et surtout en cette matière. Mais rapidement, nous savons que vous avez une formation en histoire de l'art, également en journalisme. Et essayez de nous dire rapidement vos expériences dans ces domaines-là. Bon, j'ai travaillé comme journaliste depuis ma plus tendre enfance, je dois vous dire. Et bon, d'ailleurs, enfin, j'avais toujours de très bonnes notes en français. C'est-à-dire, j'étais toujours le lauréat pour le français. Et j'ai eu même des notes que personne n'a jamais eues. Par exemple, à Saint-Louis-de-Gonzague, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de Saint-Louis-de-Gonzague que quelqu'un a fait 10 sur 10 pour une dissertation littéraire. Une dissertation littéraire qui a été lue dans les écoles de Saint-Louis-de-Gonzague de France, comme un modèle. Et donc, j'ai commencé à écrire très tôt. Et à l'âge de 15 ans, j'écrivais déjà dans le Nouvelliste.
Et je me souviens qu'on me payait, d'ailleurs, il y a quelqu'un que je salue, c'est Brisson, n'est-ce pas, qui m'a encouragé, et je touchais 25 goudes, n'est-ce pas, à l'époque, pour un ticket, était une fortune à l'époque, n'est-ce pas. Et on était même fait un cadeau, une carte pour le cinéma. Donc c'est un extraordinaire, une carte pour deux en plus. Imaginez, donc on voit le Capitole, elles sont toutes chères, ben, on voit avec ménage au Capitole, des choses de ce genre, n'est-ce pas? Et donc c'est ça. Et on a toujours continué, n'est-ce pas, à écrire sur les journaux, jusqu'à ce que il y a deux choses qui sont arrivées. J'ai fait la rencontre de Frédéric Surpris lorsque j'étais à PCB, à l'école de médecine. Et grâce à Frédéric, je faisais un petit peu Métropole by Night, n'est-ce pas, à Radio Métropole, monde qui sont ça. Mais à l'époque, on a ouvert la télévision nationale d'Haïti. Oui. Et j'ai même eu une émission, je crois. Je suis membre fondateur de la TNH. C'est-à-dire, je suis parmi ceux qui ont fondé la TNH. Et il y avait Frédéric qui était dans l'équipe, n'est-ce pas? Il y avait Jacques Lemaire, qui était de Jacques Lemaire également, qui était le premier directeur de la TNH. Et je ne me souviens pas des autres, mais il y avait Jean-Claude Chéry, je crois, qui était là également. Et on ne m'a même pas oublié, parce que à l'époque, j'étais pratiquement le responsable du service culturel de la TNH. Et je me souviens que j'étais tellement fier que le quelle année déjà? Jean-Claude Duvalier, il m'a songé là. Mais il me songeait que Jean-Claude Duvalier était venu. Bon, là, ça a été une affaire et tout mon bagage, tout te mettait, c'est une sorte de. Presque un uniforme, et mon te mettait sous eux. Et Jean-Claude Duvalier était venu visiter la TNH et moi, je lui présente, n'est-ce pas, tout enthousiaste, et la TNH, tout le bagage, le service culturel, comment ça marche, parler. Je ne sais pas dire rien. C'est ton bagage qui te frappe. C'est comme tu parles, je dois quand même signaler quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un d'extraordinaire. Et je dois vous dire que c'est l'une des rares personnalités en Haïti qui a vraiment donné son prix à l'intellectualité. Il s'agit de Jean Théagène. Jean Théagène, qui était à l'époque directeur du Courrier du Nord-Ouest, et je vous ai signalé que ma maman est de Port-de-Paix. Donc, il y a une branche de ma famille qui est Port-de-Paisienne, et Jean m'a carrément contacté. C'est-à-dire que c'est lui qui envoie son chauffeur venir me chercher et qui m'offre, n'est-ce pas, de travailler à un salaire mirobolant pour l'époque. Tu vois? Et j'ai toujours vraiment reconnu, là où il est vraiment, je lui présente toute ma reconnaissance. Et parce que c'est l'un de ceux qui donne son prix à l'intellectualité. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Donc j'ai travaillé au Courrier du Nord-Ouest, qui est devenu le Courrier, n'est-ce pas, et où je faisais d'abord la rubrique culturelle, et après je suis passé dans la rubrique politique. Et d'ailleurs, il y a un article qui a été assez connu et qui a eu beaucoup de succès qu'on a appelé Jamais plus jamais, qui a paru, n'est-ce pas, le jour où Jean-Claude Duvalier est tombé. Et où j'ai mis, n'est-ce pas, en exergue ce fameux mot de Lord Byron dans Don Juan, no more and never more, my Lord, n'est-ce pas? Et je crois que c'est à cause de ça que j'ai pu avoir, n'est-ce pas, une bourse pour le Centre de formation professionnelle des journalistes, où j'ai été précisément à Paris et où j'ai rencontré pas mal de gens et, n'est-ce pas, des gens du monde entier, n'est-ce pas, qui étaient là-bas, et où j'ai pu même, et j'ai eu même, n'est-ce pas, l'honneur avec un groupe de journalistes, n'est-ce pas, d'interviewer Jacques Chirac, qui était vraiment à l'époque mon héros, parce qu'il était à l'époque le maire de Paris, n'est-ce pas, vénérable. Pas président. Il n'est pas co-président. Il était maire de Paris. Il était mon Jean Théagène d'ailleurs, n'est-ce pas, il faut dire la vérité. Jean Théagène, c'était son conseiller mystique, mais ça, c'est l'autre parole. Et Jacques Chirac, qui était en pile, très, très fort dans le mystique, hein. Il était à l'époque maire de Paris, et il était président de son parti politique, et il était en même temps Premier ministre. Et il nous a reçus, n'est-ce pas, à l'hôtel de ville. C'était un bail extraordinaire. J'étais vraiment ébloui, n'est-ce pas, à l'époque. Il était bien campé, c'était vraiment. Et puis il parlait, n'est-ce pas, avec. N'est-ce pas, c'était vraiment une impression. Il nous a fait une impression extraordinaire, n'est-ce pas, à l'époque. Et on peut lui reprocher beaucoup de choses, Jacques Chirac, mais quand même, il y a quelque chose que, n'est-ce pas, je crois que le monde devra lui reconnaître, c'est qu'il s'est tenu, il a tenu tête à M. Bush, ce fou furieux,
Lorsque Bush voulait, n'est-ce pas, entrer dans l'Irak, il a dit, ah non, on ne parle pas de cette histoire. Donc là, je suis revenu, n'est-ce pas, et j'ai fondé mon propre journal qu'on appelait Le Combat, n'est-ce pas, et que j'ai dû, n'est-ce pas, et suspendre à l'époque du coup d'État. On va continuer. Non, c'est pour finir cette histoire de journaliste. On va continuer surtout avec votre parcours assez impressionnant, donc une histoire assez impressionnante également. Donc ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez branchés. Vous suivez la deuxième partie de l'émission à travers et nous avons sur le plateau avec nous l'ophtalmologue, le docteur Franz Lausch. Nous l'avons dit tantôt dans la première partie de l'émission, l'un des meilleurs du pays. Et c'est avec plaisir que nous avons entendu dans la première partie de l'émission vraiment son parcours assez impressionnant. Nous étions en train de parler de vous en tant que journaliste, si quelqu'un ne le savait pas. Et vous avez vraiment commencé à partager avec nous ce parcours assez impressionnant. Et je crois également que vous avez une formation, comme nous l'avons déjà mentionné, en histoire de l'art. Donc parlez-nous un peu plus longuement de vos expériences dans ce domaine-là. Bon, histoire de l'art, je dois vous dire que il y a un petit peu ma famille, n'est-ce pas? Parce que du côté de ma maman, et je suis apparenté au Nader, et bon, qui ont la plus grande galerie d'art, pas seulement en Haïti, mais également, n'est-ce pas, je peux même dire, dans le monde d'art haïtien. C'est-à-dire à Santo Domingo, à Miami, n'est-ce pas, partout. Et j'ai fait des études d'histoire de l'art à NYU, et New York University, mais j'ai fait également 4 années, n'est-ce pas, qui sont équivalentes à la licence à l'Institut français d'Haïti sous la supervision d'un type extraordinaire qui est le professeur Lorbourg, Philippe Lorbourg, une des gloires, n'est-ce pas, de l'intellectualité haïtienne. Et donc, je vous ai parlé de mon parcours à la TNH, où j'étais pratiquement au service culturel, où j'ai travaillé assez étroitement aussi avec Edith Clerville et avec Lila Desquiron. Et donc, j'ai fait le secteur culturel de plusieurs journaux. Et j'ai fait aussi quelques temps comme professeur d'histoire de l'art et d'esthétique. Et donc, la philosophie de l'art à l'École nationale des arts, qui malheureusement a des tas de problèmes actuellement. Bon, on ne va pas retourner dans toute cette histoire-là. Mais qui a été une expérience aussi très agréable. Parce qu'on ne peut pas maîtriser un sujet sans l'enseigner. N'est-ce pas? Et c'est extrêmement intéressant, n'est-ce pas, ce parcours d'histoire de l'art. Bon, je dois vous dire que j'ai prononcé des conférences sur l'art haïtien partout dans le monde. Et dans Dallas Museum of Art, j'ai prononcé, n'est-ce pas, le chose, en Introduction to Asian Art, à Maryland, n'est-ce pas, à Detroit, à New York, à Beijing, à Caracas, un petit peu partout, n'est-ce pas, des conférences sur l'histoire de l'art, à l'ambassade d'Haïti, et à Washington, l'ambassade d'Haïti, et n'est-ce pas, à Ottawa, bon, j'oublie même, n'est-ce pas, tout ça, et en essayant un petit peu de vendre, n'est-ce pas, la culture haïtienne, n'est-ce pas. Maintenant, donc là, et je crois que l'histoire de l'art et la culture haïtienne, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, et ben, comme on n'a pas beaucoup de temps à en parler, n'est-ce pas, immédiatement, je pense que en réalité, le futur d'Haïti, c'est la culture. Et je peux même dire que c'est un mariage entre la culture et les nouvelles technologies. Et comment vous expliquez ça? Ah bon, nous sommes arrivés, bon, je dois vous dire que là, à Zero Flow Vision Center, nous sommes en train de travailler actuellement dans quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est le langage, n'est-ce pas, d'essayer d'interpréter le langage visuel et de le traduire en courant électrique pour l'envoyer à la scission calcarine. Enfin, ma PC explique rapidement parce que nous n'avons pas de temps. En réalité, la rétine, c'est un panneau visuel, un panneau solaire. Il prend les images, il les transforme en courant électrique et les envoie à la scission calcarine. L'idée maintenant, c'est de trouver le langage, précisément, rétinien, qui peut envoyer ça à la scission calcarine. Mais la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on est bloqué, c'est parce que là, on arrive à un domaine plutôt philosophique. Et les chercheurs, dont je ne nie pas le talent,
mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas compris ce mot de Foucault, de Michel Foucault, n'est-ce pas, qui vous dit que les mots ne veulent rien dire. Donc, par exemple, lorsque je vous dis montre, montre, lorsque, n'est-ce pas, Il faut avoir une représentation. Vous venez, n'est-ce pas, de perdre tout ce que vous avez, et montre lorsque c'est une plus belle femme pour plus rien qui va rouler, ce n'est pas le même signal qu'ils vont envoyer. Tu vois? Et c'est là précisément que Haïti entre en jeu. D'ailleurs, je me souviens, une fois, je l'ai dit au président Aristide, alors que je sortais de mon stage avec Zero Flow Vision Center, et il a pratiquement dit, mais c'est vrai, n'est-ce pas, au téléphone, qu'en réalité, le vaudou, n'est-ce pas, c'est l'unique manière, jusqu'à présent, l'unique porte qui fait, n'est-ce pas, la transcription entre le subjectif et l'objectif. Donc, to make a long story short, nous sommes arrivés actuellement, si on veut vraiment développer Haïti, l'agriculture, bon, il faut le faire. Le secondaire, il faut le faire. Le tertiaire, mais avec si tu veux, le fossé où se trouve Haïti actuellement. Il nous faut un taux de croissance à 2 chiffres. Et l'unique façon d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres actuellement, ce sont les nouvelles technologies. Donc il faut immédiatement, et nous pouvons le faire. Pourquoi je dis que nous pouvons le faire? Parce que en réalité, Haïti, on tente à l'oublier, a été le fer de lance de la science. Par exemple, on ne l'oublie pas, mais on n'en parle pas, mais à l'époque de Boyer, nous avions les 2 historiens de l'Amérique, les 2 plus grands historiens de l'Amérique, n'est-ce pas, qui étaient Madiou et Ardouin. Vous comprenez? Nous avions, n'est-ce pas, et No, qui était un scientifique. Ce n'était pas seulement des poètes, des littéraires, mais nous avions des scientifiques également. Nous avons Jacques Mélien Singleton Boom, qui a signé les premiers contrats pour RCA Victor, les contrats de disques. Nous avons eu c'est nous qui avons donné l'électricité à l'archipel. C'est la première ville, n'est-ce pas, de l'Amérique après New York à avoir le téléphone step by step, c'est Jacques Mel. Ouais. Donc ça veut dire que si nous prenons les nouvelles technologies c'est quoi? Ce sont les nanotechnologies. Actuellement, si nous voulons parler et tout lié, dans 5 ans, nous allons avoir le quantum computing. Et si actuellement, vous n'avez pas un gouvernement sérieux qui pense que nous devons développer, n'est-ce pas, cette technologie, dans 5 ans, là, on va avoir le quantum computing, là encore, on ne peut pas faire rien. Et tout le monde en Haïti, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, mais en réalité, les nouvelles technologies, les nanotechnologies, la génétique, les neurosciences, quantum computing, c'est ça pour nous fourrer comme nous. Et je pense que Haïti est armé. Pourquoi Haïti est armé? Parce que vous avez ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, AI, Artificial Intelligence. Actuellement, le robot bat le plus grand joueur d'échecs. Donc, ce qui veut dire que si on prend la prédiction de Moore, que vous avez un développement exponentiel du computer, dans 2030, 2035, nous allons avoir des computers qui seront 1 billion de fois plus performants que les computers actuels. Donc, ça veut dire que l'homme le plus intelligent du monde sera un homme des cavernes devant les computers. Mais par contre, il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas battre, c'est l'aspect artistique, c'est l'aspect de la culture de l'homme. Et là, je crois que Haïti peut se mettre notre identité. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le ministère de la Culture devrait être mieux que ce qu'il y a actuellement, qui est le ministère du Carnaval. C'est-à-dire que nous valons beaucoup. Imaginez-vous que jusqu'à présent, ou pour qu'on même gagne aucun investissement qui fait de ce que nous avons de plus précieux qu'est l'art haïtien. On a parlé de l'art, combien de monde au Cap qui même connaît que mon monde les Philomène Aubin. Pas même qu'on que les Philomène Aubin. Alors que madame on a assise débarque au Cap, il m'a des côtés qu'on a les Philomène Aubin pour l'acheter tableau. Tu vois? Il y a toute une révolution plastique qui est due à Hector Hippolyte. À travers l'exposition que Hector Hippolyte a fait en 1948 à Paris, l'exposition de l'UNESCO. Il y a toute une révolution plastique qui s'est faite à partir d'Hector Hippolyte, mais que pas besoin de nous. Tu vois? Et nous-mêmes, nous là, nous va connaître, nous ceci, nous cela, nous bagaille. Nous devons quand même avoir cette éducation comme vous et dites. Comme je vous dis, l'un est lié à l'autre. Nous éduquer à l'art. L'un est lié à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'il y a, c'est que quantum computing ne pourra pas être envisagé sans les nanotechnologies. Parce que, n'est-ce pas, tu ne pourras pas avoir ces microélectrodes. Et à partir du quantum computing maintenant, tu arrives à l'ère quantique.
Et l'air quantique maintenant, ce sont les probabilités, l'univers probabiliste, les univers parallèles, la théorie des cordes. Tu vois? Donc c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre. Et je pense que maintenant, la seule chance d'Haïti, c'est de s'engager directement, n'est-ce pas, dans cet univers. Et nous en avons les capacités. Et docteur, nous allons, disons, faire un petit pas en arrière parce que nous avons parlé vraiment du système sanitaire haïtien, mais nous avons vu également que vous avez travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la prévention contre la cécité. Donc, pourquoi avoir mené ce combat? Parce que c'est un combat primordial. Imagine-toi que nous avons actuellement un taux de prévalence de 7% de glaucome. Oui. Ça veut dire que les glaucomes ne sont pas comme si je disais que par contre l'organe. Donc ça veut dire que... Il n'y a pas de manifestation? Il n'y a pas de... C'est très rare d'en avoir. C'est-à-dire que ce sont les glaucomes aigus. Les glaucomes aigus, c'est 5% seulement des glaucomes. Tu vois? Donc en réalité, il y a toute quelque chose qui doit être mis en place à travers le pays. Et je vous dis que en réalité, ce n'est pas seulement le coût humain, mais il y a également le coût économique. C'est-à-dire que lorsque le docteur là, est en train d'essayer d'établir à travers le pays un système de dépistage des problèmes visuels dans les écoles, mais c'est parce que l'avenir haïtien peut être hypothéqué si vous avez un tas de gens intelligents, mais qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils ne le voient pas. Et maintenant, l'ancien président de Chambre de commerce vous parle, parce qu'il était président de Chambre de commerce du Sud-Est également. J'étais le premier président d'une chambre de commerce à être au conseil d'administration du Centre de facilitation des investissements, désigné par le président de la Chambre de commerce de province. Et à l'époque, lorsque nous allons par exemple au parc industriel, le parc industriel, qu'on le veuille ou non, c'est 95% de notre balance commerciale. C'est-à-dire que nous sommes actuellement, nous venons de franchir le $1 milliard, n'est-ce pas, d'exportation, malgré tous les problèmes que nous avons, gloire, n'est-ce pas, au secteur industriel. Mais 95%, c'est le parc industriel qui est décrié, mais malgré tout, c'est ça. Mais maintenant, et là je dois vous dire que je suis en pour parler actuellement avec Caracol pour voir comment à Caracol, et n'est-ce pas, un coup de chapeau à Unide Lefebvre qui est en train de travailler très dur pour que nous puissions faire ça. Mais lorsque nous allons travailler, n'est-ce pas, pour mettre un système de santé visuelle, n'est-ce pas, à Caracol et dans le parc industriel, ce n'est pas uniquement pour soulager tous ces ouvriers, parce que il y a ce que moi-même, j'ai été le premier, je peux dire même au niveau mondial, à démontrer, c'est que ce que j'ai appelé la courbe de Duane, n'est-ce pas, qui est déplacée à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour simplifier beaucoup, c'est-à-dire qu'un type de 25 ans qui travaille, n'est-ce pas, toute la journée sur ses machines, il a la même accommodation d'un type de 60 ans. Si il n'y a pas de... Ah oui, absolument, il y a la crispation du muscle ciliaire. Donc, il y a tout ce travail, n'est-ce pas, qui doit être fait, n'est-ce pas, au niveau et visuel. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut suivre l'exemple du docteur Reynold Monsanto Père et venir avec ce qu'il préconisait, qui est l'ophtalmologie communautaire, n'est-ce pas. Il y a toute une... Écoutez, vous savez, il est temps que Haïti se mette sur la voie du développement. Et si Haïti doit se mettre sur la voie du développement, il faut que ce soit un combat. Et le combat, c'est que, par exemple, le système sanitaire doit se placer dans une logique de développement. À partir du moment que vous dites, OK, je veux des investissements, ça veut dire que vous devez avoir un système de santé digne de ce nom. Ou pas qu'à dire, par exemple, on parle de l'investissement dans le Grand Nord, n'est-ce pas? Il y a tout un projet qui est fait sur ça, n'est-ce pas? Pour avoir, évidemment, on parle d'investissement dans l'Artibonite. Nous avons déjà des plans, n'est-ce pas, à l'époque où on travaillait, n'est-ce pas, avec Naoum Norville, qui était président de la Chambre de commerce de l'Artibonite, à l'époque où j'étais le CFI, au CFI, on avait déjà un système qui pourrait drainer la rivière Quinte et en même temps avoir le meilleur port des Caraïbes au niveau de Gonaïve, n'est-ce pas, et avoir, n'est-ce pas, un dry dock, un parc industriel, n'est-ce pas, tout ça. C'est un investissement de 1,5 milliard, mais qui à lui seul déjà peut vous mettre, n'est-ce pas, sur la voie de taux de croissance de 2 chiffres. Mais pour cela, il faut automatiquement que vous ayez un service de santé de haut vol. Parce que ces gens ne vont pas venir, n'est-ce pas, en Haïti, et puis qu'on a même, il y a un problème pacemaker qu'on a même, et puis qu'on a même, c'est dans le bagage, ça a là, l'hôpital de la Providence, où je suis obligé d'apporter mon propre ophtalmoscope, vous imaginez pour travailler que vous allez.
J'étais avec le président Aristide, n'est-ce pas, au Cap Haïtien, lorsqu'il a eu son problème, n'est-ce pas, il faut dire la vérité, il a refusé d'être évacué ni aux États-Unis ni à Cuba. Il a dit que côté, n'est-ce pas, haïtien, me aller tout. Il a été à Justinien. Mais à Justinien, écoute, j'ai été stupéfait par le dévouement des médecins. Mais c'est horrible, les conditions. Vous comprenez? Gloire à nos médecins qui travaillent dans des conditions épouvantables et qui travaillent malgré tout, n'est-ce pas? Donc, il faut maintenant avoir les moyens de sa politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez investir, c'est pas arrêter de déclarer Haiti is open to business. Haiti open to business. Mais Haiti open to business, il faut avoir la stabilité, il faut avoir un système de santé décent, dit de ce nom, et il faut avoir des gens sérieux que l'on va parler avec lui, ou que ce n'est pas un monde fou à parler, on va parler à un monde qui connaît de qui ça va parler. Et nous allons certainement voir vos perspectives sur le plan politique, parce que je sais que vous êtes également en politique, si on peut dire ça comme ça, et même vous avez fait la politique active, vous étiez candidat au Sénat. René Préval m'appelle en 2005. Et bon, c'est un monsieur avec qui j'avais de bonnes relations à l'époque, parce qu'il ne faut pas oublier que Préval 1, j'étais vice-président de la Chambre de commerce, et on travaillait étroitement avec lui, et il a investi à Jacmel. Mais il a investi à Jacmel, je dois dire la vérité, parce qu'il y avait un secteur à Jacmel qui travaillait aussi. Donc on a eu les deux ports, on a eu la route de Marigot, n'est-ce pas, et il y a eu aussi le contrat avec Hydro-Québec, qui a été un mauvais contrat. Parce que je dois dire qu'on a protesté contre ça. Monsieur René Michel, mon oncle, a protesté contre cette histoire-là, le docteur Lomini également, Jacques Kaolé, tout ça, parce que nous-mêmes, nous voulions Pichon. On voulait la chute d'eau de Pichon pour avoir l'hydroélectricité. Mais il y a eu les gens autour de Préval qui lui ont dit, mon cher, il faut faire quelque chose rapidement avant que ton mandat finisse, donc pour en faire de diesel, qui était une catastrophe. Mais malgré tout, grâce à notre travail et notre encadrement, on avait le courant électrique 24 heures sur 24 malgré tout. Donc Préval m'appelle en 2005. Et à l'époque, j'étais président de la Chambre de commerce, et il me dit, mais ça me tape fait. Il dit, docteur, là, nous avons besoin pour candidat au Sénat. J'ai commis l'erreur de me laisser convaincre d'aller dans cette histoire. Mais j'étais un enfant en politique. Je ne comprenais rien du tout de la politique, et je me suis fait boire et avaler, digérer, déguster, n'est-ce pas, par les loups, n'est-ce pas, qu'il y avait dans cette histoire-là. Mais j'ai appris. Mais j'ai appris également, n'est-ce pas? Et je reconnais qu'on m'a volé les élections, mais je dois dire que j'ai une dette quand même pour tous ces gens qui se sont dévoués, n'est-ce pas, pour faire arriver le docteur Lodge. Maintenant, pour la suite, bon, je dis que ça va dépendre du peuple haïtien. Ce n'est pas moi qui peux aller, qui va dire, bon, candidat ceci, candidat cela. Tout cela, je crois que c'est le peuple haïtien lui-même qui va décider de qui il veut, n'est-ce pas, à un niveau, à un autre, pour le représenter là où il veut. Oui, certainement. C'est à nous de prendre notre destin en main. Mais ça ne peut pas continuer comme ça de toutes les manières. Oui, de toutes les manières, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que j'ai fait des expériences. Par exemple, et comme je te dis, je travaille, n'est-ce pas, à travers le pays. Moi, je vais petite rivière de l'Artibonite, moi, je vais devant Catapiro, j'ai senti la terre trembler. J'ai senti la terre trembler parce que il ne faut pas imaginer que une équipe de monde qui campait la Catapiro. Et dernièrement, je lisais l'histoire militaire du régime de Napoléon Bonaparte, qui n'a pas gagné peu avec nous, n'est-ce pas? Et il a parlé, n'est-ce pas, des grands généraux français, il a parlé de Boudet, qui pour un échec cuisant devant la Catapiro, alors qu'il avait triomphé en Italie, il avait triomphé en Égypte. C'est pas blague. C'est pour cela qu'on dit une épopée. Je comprends. Et l'homme m'a regardé bagaille ça, et puis m'a dit, mais moun sa yo, qu'on y a même côté où il y a. Et puis il a regardé côté nous y a. Et ce sont des gens qui ont donné leur vie. Donc lorsque on s'engage pour Haïti, et je dois vous dire que je parle de ça, j'ai la chair de poule, parce qu'il y a 7 mois qui étaient dans la bagaille ça. Donc lorsqu'on s'engage pour Haïti, ce n'est pas seulement un choix, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Parce que les mannes de nos ancêtres ne sont pas reposées. Les Afghans bagaille ça. Je suis à la crête et n'est-ce pas, avertir et m'a regardé parce que je m'ai préparé une émission. Et m'a regardé côté que Rochambeau met au mortier. Dans mi-temps, route vertière là. Et il met mortier parce qu'il connaît que pas grand monde qui passé fou pour le pralvin attaquer mortier. Parce que tu as deux génies militaires qui sont l'un en face de l'autre. Avertir, c'est Dessalines et Rochambeau. Ce sont des... On peut reprocher, n'est-ce pas, Rochambeau pas mal de choses, mais elle était contre l'armée.
Il pas imaginer que il connaît que pour Dessalines pour Vertier, faut le prendre la butte Charrier. Mais il pas imaginer que Dessalines pour attaquer un mortier. Et c'est ce qu'il a fait. Mais les jeunes garçons qui vont attaquer le mortier, ils connaissent 9 chances sur 10 pour mourir. Et ces gens, ils gagnent maman, ils gagnent madame. Et ce ne sont pas des femmes qui sont comme les femmes actuellement qui ont gardé l'argent, c'est des gens vraiment qui connaissent à ouvrir. Et donc, lorsque tu regardes, n'est-ce pas, tous ces gens qui ont donné leur sang pour que vive Haïti, dans une journée de 18 novembre 1803, et même ils baillent vie, ils baillent sang, mais pour qui ça? Mais pour qui ça? Tu comprends? Donc, et c'est la raison pour laquelle on est en train de se battre actuellement pour que Haïti se réconcilie avec le rêve que Toussaint Louverture, Dessalines, nous sortent pour lui. Lorsque tu es en train de lire, parce que je fais aussi l'histoire, lorsque tu lis l'histoire de la République dominicaine, mais l'économie dominicaine a été créée par un monsieur qu'on appelle Toussaint Louverture. En une quinzaine de jours, Toussaint Louverture bat Saint-Domingue. Il fait comptabilité, tout côté la privée, il dit c'est pas possible, on paye pas à un niveau pareil, il met des mains en tête et il pose les bases de l'économie dominicaine, il fait la première route qui traverse la Dominicanie. Notre histoire est assez impressionnante. Tu comprends? Malheureusement par rapport avec côté nous donc certainement comme vous dites, tout sacrifice ça pas doué en vain. Bon, c'est le temps de la fin. Le temps de la fin a malheureusement sonné. Et merci encore, Dr. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Et j'étais à Cochon Gras. Les gens qui connaissent Cochon Gras, c'est Marbial, tu vas plus loin que Siloé. J'ai voulu être à Cochon Gras à l'époque où je faisais mon service social parce que pas de jamais de docteur qui là. C'est notre tête, on camion café, me qu'on est à Cochon Gras. Et un jour, je faisais ma clinique à Cochon Gras. Et j'avais mon petit truc là, à l'époque c'était tape recorder. C'était mon ménage, un américain qui était bon. Et j'ai mis, n'est-ce pas, la 9e qui se termine comme tout le monde le sait par l'hymne à la joie de Beethoven, qui est actuellement l'hymne de l'Europe. Et puis, je vois maintenant des jeunes qui s'approchent pour écouter. Ils n'ont pas contre ça relais de Beethoven. Ils n'ont pas contre ça relais de Beethoven. Et quelque part, je vois dans le ciel Beethoven qui regarde ces gens. Parce qu'il dit qu'en réalité, c'est pour eux qu'il a écrit sa symphonie. Et un autre jour, je mets un opéra chanté par Maria Callas. Casta Diva. Et je vois une petite fille, nu-pied, qui s'approche. Et puis pendant une seconde, tout s'abolit. Il y a moi, il y a Maria Callas, il y a cette petite fille. Cette petite fille, elle va, de quelques années, être enceinte. Pas de perspective d'avenir, vous dites. Il y a bâclé probablement, gaspillage. Alors que elle aurait pu être une cantatrice de génie. À côté de ça, il y a 2 jeunes garçons qui sont des Einstein en puissance, qui sont des Enrico Fermi en puissance, et qui, à cause du vol, à cause de la corruption, à cause de cette mafiocratie, de cette mafia qui contrôle le pays, sont condamnés. Et s'il y a un combat que nous devons mener dans ce pays, c'est pour réconcilier la jeunesse du pays avec ses rêves. Et quand nous réconcilierons la jeunesse du pays avec ses rêves, je crois que ces gens qui nous regardent, Dessalines, Toussaint,
Christophe, Pétion, Capolamor, Madelon Amboise, Cangé et tous ces autres, côté où il est là, au moins, ils pourront dormir en paix. Merci, docteur Lodge. Malheureusement, le temps vraiment nous fait la guerre. On doit vraiment mettre fin à l'émission, mais c'était vraiment un plaisir. Le plaisir a été pour moi. C'était trop passionnant, mais Merci. le temps était vraiment trop restreint. Et c'est comme ça, les bonnes choses malheureusement prennent plus de temps pour qu'on puisse les accoucher. Mais peut-être une autre fois, certainement, on aura plus de temps de parler et surtout de l'histoire de l'art haïtien. Donc merci encore et docteur Lodge, et merci à vous et qui avez pris du temps pour regarder cette émission. Restez branchés, la télévision Pacifique, vous êtes entre de bonnes mains.